Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast de la Fédération française d'haltérophilie musculation. Ici, nous parlons d'entraînement, de technique, de préparation de l'athlète pour la performance et aussi de santé, en explorant toute la puissance de l'haltérophilie et de la musculation. Que vous soyez jeune pratiquant, compétiteur, coach ou simplement adepte du renforcement musculaire pour votre santé, ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous allons décrypter les méthodes d'entraînement, les bonnes pratiques et les avancées scientifiques pour vous aider à progresser en toute sécurité et à profiter pleinement des bienfaits de notre discipline. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel qui va partager son expertise. Alors installez-vous bien, c'est parti. FFHM, technique, force et explosivité au service de la performance et de la santé. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast FFHM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Elisa Go, qui est Data Scientist sur le pôle France Altéro à l'INSEP. Elisa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton parcours et de ton rôle à l'INSEP au sein du pôle France? Oui, donc bonjour à tous. Merci Nicolas pour l'invitation. Donc pour mon parcours, pour revenir sur le parcours scolaire, moi d'abord j'ai fait une licence STAPS ES à Poitiers pour ensuite me diriger vers le Master EOPS, donc sport expertise et performance de haut niveau qui se fait avec l'Université de Paris-Cité à l'INSEP. Et je suis arrivée donc l'année dernière en Master 1 en stage au pôle haltérophilie, donc au pôle olympique de l'INSEP de base pour les idées dans l'utilisation d'un encodeur linéaire dont on parlera longuement après. Et donc petit à petit, les missions se sont développées. Et à partir de juin donc 2024, j'ai signé un contrat en tant que data scientist au pôle haltérophilie. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de VBT, Velocity Based Training. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce VBT? Ça date de ma licence où donc j'étais en stage en tant que préparatrice physique. Et il y avait des disciplines comme le hand et le golf où la vitesse et la puissance, c'était très important. Et j'étais avec un préparateur physique, Bruno Dodin, qui m'a fait découvrir cette méthode. Et j'ai vraiment accroché. J'ai adoré le dynamisme que ça a amené aux séances. Et ouais, ça m'a vraiment intéressée. Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le VBT, comment tu le définirais en quelques mots? Donc, bah, le VBT, donc pour Velocity Based Training, littéralement en français, donc entraînement par la vitesse. C'est un terme qu'on utilise plus dans l'entraînement, donc en musculation, en haltéro et en prépa physique. C'est quelque chose qui est développé en fait dans les sports comme l'athlétisme, par exemple, s'entraîner en utilisant les données de vitesse, c'est commun. Et en musculation, prépa physique, c'est moins utilisé. Donc c'est vraiment donc utiliser ces données pour l'optimisation de la performance sur des exercices de type à charge libre, donc souvent avec des barres parce que les encodeurs sont souvent adaptés aux barres. Et donc voilà. Voilà, donc, on ne va pas être uniquement sur quantifier la charge, mais on va aussi être sur quantifier la vitesse avec laquelle on déplace la charge. Exactement. Donc, il y a plusieurs dispositifs qu'on peut utiliser pour faire du Mm. VBT. Toi, personnellement, tu utilises quel type de dispositif? Nous, on utilise des encodeurs linéaires de position. Donc, il y en a plusieurs types. Il y a les filaires et un encodeur laser. Donc, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule marque qui le fait, c'est Gmower. Et donc, c'est celui-ci qu'on utilise, donc le Gmower Flex au fonctionnement laser. Avant, c'était plus les accéléromètres qui étaient utilisés. Mais niveau fiabilité, maintenant, les encodeurs sont quand même beaucoup mieux. Et donc après aussi, on peut utiliser l'analyse vidéo, donc notamment grâce à des applications mobiles qui peuvent permettre aussi de mesurer les vitesses. Yes, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on abordera le transfert qu'on peut avoir de cette technologie sur des clubs de niveau national qui n'ont pas forcément les moyens d'un pôle. Euh, D'un point de vue général, c'est quoi les critères pour choisir un matériel adapté à de l'entraînement d'athlètes de haut niveau pour faire du VBT? Bah, c'est là que c'est un peu complexe parce qu'il y en a pas mal quand même. Déjà, pour moi, le premier, c'est la fiabilité, dans le sens où le but d'avoir les données de vitesse, c'est d'apporter de la précision à l'entraînement.
Donc, si on a un matériel qui n'est pas précis, globalement, ça perd tout son intérêt. Ensuite, dans le côté pratique de l'outil, donc sur les valeurs qu'on va pouvoir récupérer par rapport à celles qui nous intéressent, sur l'interface aussi de l'application, qui peuvent être plus ou moins claires, la façon de récupérer les données aussi, certaines, c'est payant, d'autres c'est gratuit. Ça peut être sous différents formats, plus ou moins clairs aussi, et plus ou moins utile pour le traitement. Et ensuite, aussi l'installation. Il y en a qui vont se poser sur les barres, d'autres, donc la vidéo par exemple, il n'y aura pas du tout d'outils sur la barre. Et enfin le coût, évidemment. Ouais, On est sur des coûts assez élevés pour la plupart du matériel, malheureusement. Et donc, c'est aussi un gros critère qui freine souvent d'accord. l'achat et l'utilisation. Ouais, donc il y a quand même pas mal de critères à considérer avant de se lancer dans l'achat d'un dispositif VBT. Ouais. Euh, Par rapport aux indicateurs que tu mesures au quotidien, c'est quoi les indicateurs les plus pertinents pour toi à suivre grâce au VBT? Là, c'est vraiment très dépendant du contexte. Donc, déjà, des mouvements, par exemple, il y a certains mouvements comme le squat, on va plus se préconiser d'utiliser la vitesse moyenne ou la vitesse moyenne propulsive pour analyser le mouvement. Et d'autres mouvements comme le tirage, qui est beaucoup utilisé en haltérophilie, on va plus utiliser la hauteur, surtout pour une question de dégradation de la technique. Des fois, en voulant augmenter la vitesse, les athlètes ont tendance à dégrader leur technique sur les tirages, alors que pour la hauteur, ils sont obligés de garder un certain niveau technique pour amener plus de hauteur dans le mouvement. Donc, ça va être plus intéressant de regarder ça sur les tirages. Ouais, Donc voilà, ça dépend vraiment de ce qui est le mieux, enfin le plus pertinent par rapport au mouvement. Aussi par rapport à ce qu'on peut voir, nous par exemple avec le flex en direct, on peut avoir seulement les valeurs de vitesse moyenne, hauteur max, position en fonction du temps et de trajectoire. Donc par exemple la vitesse moyenne propulsive, on se pose même pas la question de est-ce qu'on regarde ça ou pas parce qu'en fait on n'y a même pas accès en direct. Donc d'accord. sur les squats par exemple, on va regarder la vitesse moyenne. Donc voilà, ça dépend vraiment des objectifs, de l'outil qu'on a, des mouvements. Et ouais. Ouais, et de l'accessibilité de la donnée. Exactement. T'as parlé du fait que ça soit mouvement dépendant. Tu as parlé de hauteur de barre. Effectivement, sur un tirage, si on transfère le tirage au mouvement global à l'arraché, par exemple, c'est effectivement un facteur de perte d'être capable d'amener la barre le plus haut possible. Et Mm. donc, avoir cette donnée aussi à l'entraînement, est-ce que c'est quelque chose qui peut être utile pour ensuite donner des indications de charge, par exemple à l'athlète, par rapport à transférer la charge qu'il développe sur le mouvement global? Ouais, tout à fait. Ça, c'est des choses, c'est des mesures de référence hein, qu'on va mesurer donc en compétition, notamment grâce à l'analyse vidéo. Et donc on a une référence pour chaque athlète. On sait que son tirage à l'arraché, quand il fait ses max en compétition, la barre elle monte à une hauteur maximale de temps et donc à tant de pourcentage à l'entraînement, on veut qu'il soit à ce pourcentage de la hauteur maximale. Donc c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Pareil sur les records d'entraînement. Tu as déjà fait cette vitesse-là, donc essaye de la reproduire sur cette charge. Donc voilà, c'est des choses qu'on va aussi beaucoup utiliser à l'entraînement en effet. Ok, top. Comment le VBT il s'intègre dans les activités du pôle? Comment c'est mis en place spécifiquement à l'INSEP? Donc là, on va parler un petit peu plus vraiment du contexte d'utilisation propre au pôle France. Ouais. Nous, comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé des squats et des tirages parce qu'en fait, c'est sur ces mouvements qu'on va l'utiliser à l'INSEP majoritairement. Parce qu'en fait, c'est des mouvements déjà de référence qui sont corrélés à la performance à l'arraché, à l'épaulé jeté. Donc, d'après, ça a été montré aussi dans la littérature. Et aussi parce que c'est des mouvements qu'on va retrouver tout simplement régulièrement dans la programmation. Donc, pour faire un suivi, c'est ce qui va être le plus pratique. Et donc, voilà, donc c'est surtout sur tirage, épaulé arraché et sur back squat et front squat. Et ensuite, on va surtout utiliser aussi les feedbacks. Donc, ils ont leur téléphone sur un trépied en direct. Donc, entre chaque rep, soit ils regardent la vitesse qui est affichée ou la hauteur, soit ils ont juste à mettre le son de leur téléphone et en fait, le son, le téléphone leur dit la vitesse. Et Ok. donc, en fonction, ils peuvent, donc ça peut les amener à avoir plus d'intention de vitesse.
Et ensuite, on collecte toutes les données de chaque entraînement, enfin, pas de chaque entraînement, mais de chaque utilisation. Et ça permet donc de mettre en place, comme je disais tout à l'heure, les records, comparer aux vitesses de référence et de faire un suivi des performances au fur et à mesure de la saison. Ok, parce que du coup, on va pas être uniquement sur le record par rapport à la charge, on va être sur le record de vitesse aussi par rapport à une charge donnée. C'est ça. Ok. Ouais, donc ça permet de compléter un petit peu l'analyse des capacités de performance de l'athlète et Mm. être aussi sur les records de puissance. Tout à fait, ouais. Et du coup, chaque athlète a son dispositif. Oui, nous, c'est vrai on avait beaucoup de chance, étant donné le prix des dispositifs. Quand il y avait 8 athlètes, ils en avaient chacun un, chacun leur application reliée à une adresse mail. Et donc, bah, après, ça permettait que moi, je récupère toutes les données. Et donc, en fonction de l'adresse mail, je savais à qui appartenaient les données. Donc, ouais, pour ça, c'était très pratique. Ok, donc on a parlé de l'objectif de donner des informations complémentaires à la charge avec les analyses de vitesse. Et d'un point de vue général, tu peux expliquer en quoi le VBT il permet d'individualiser encore plus l'entraînement. Oui, donc il y a bah, ces records. Ensuite, il y a aussi des limites de perte de vitesse. Donc, des auteurs ont trouvé des limites de perte de vitesse qui sont conseillées ou déconseillées pour un travail. Par exemple, j'avais noté Kai-Feng Liao et collaborateurs en 2021 qui ont montré que plus de 20% de perte de vitesse au sein de la même série, c'est déconseillé pour le travail en force. Donc, il y a des limites un peu qui sont conseillées comme ça pour un certain travail. Après, pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'a pas encore été assez étudié. C'est très général. Enfin, pardon, c'est pas 20%, c'est 0,20 mètres secondes. C'est qu'il y en a qui disent en pourcentage et d'autres en mètres Hmm. secondes. Et pareil, 0,20 mètres secondes pour un mouvement, c'est pas la même chose que pour un autre. Donc, je pense qu'on n'est pas encore très précis là-dessus. Nous, on les a pas utilisés, en tout cas au pôle, ces limites de perte de vitesse, mais ça peut être intéressant. Ouais. Et ensuite, on peut aussi faire des tests réguliers qui nous permettent d'adapter à l'état de forme, par exemple, deux squats à une certaine charge en début de séance, tout le temps la même charge, qui nous permet d'avoir un pourcentage par rapport à la vitesse maximale. Et on peut se dire, tu es à tant de pourcentage de ton maximal, donc ajuster ensuite l'entraînement qui suit en Ok. fonction de ce pourcentage. Voilà. Après, c'est assez coûteux en temps. Ouais. Donc, ouais. Je rebondis un petit peu par rapport aux pertes de vitesse. Je pense que ça peut être aussi intéressant à utiliser pour préciser l'entraînement en fonction de la période. Exemple, quand on est en période d'affûtage, je pense qu'on va vouloir éviter de générer de la fatigue, donc on va éviter d'avoir des pertes de vitesse sur les séries. Donc d'une rep à l'autre, je pense qu'on va être peut-être très vigilant à la perte de vitesse et peut-être on va couper la série parfois plus tôt si on voit des pertes de vitesse qui sont trop importantes. Et peut-être qu'à d'autres moments de la saison, notamment sur du foncier, on va peut-être accepter que la perte de vitesse soit importante et peut-être que c'est quelque chose qu'on va aussi rechercher puisqu'on veut générer de la fatigue. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, exactement. C'est vrai que sur la période d'affûtage, c'est là où les périodes de vitesse, on peut vraiment être précis dessus pour, comme tu disais, soit stopper la série ou alors changer, augmenter ou baisser la charge en fonction de ses pertes. Donc, ouais, c'est une période où ça peut être très intéressant, en effet, d'utiliser Ok. ça. Et après, le test de squat que vous faites, ça permet du coup d'avoir un indicateur complémentaire sur l'état de forme, c'est ça? Ça, nous, on le faisait pas parce que ça prenait trop de temps. C'est une idée, mais Ok. enfin, ça a été fait, mais nous, on l'a pas fait. Mais oui, ça permet certains. Je sais qu'il y a des équipes ou des prépas physiques, ils font, par exemple, font un test de force au grip Ouais. et en fonction de ce niveau de force, ils vont adapter la charge d'entraînement de la séance par athlète. Et ben, on peut faire la même chose en fait avec la vitesse. Euh, donc, si elle est corrélée à la performance, on peut se dire qu'on a tant de pourcentage du niveau de performance et donc adapter la suite. Donc, par exemple, si on avait prévu de faire un squat à 80%, que le RM il est à 100 kilos, ben, on va ajuster ça. Aujourd'hui, on va mettre un peu moins, un peu plus. Hmm. Ok.
Je vois. Et du coup, par rapport au type d'exercice sur lesquels vous utilisez le VBT, tu m'as parlé tout à l'heure des squats, des tirages. Est-ce que vous utilisez ça aussi sur des exercices semi-techniques, voire carrément sur l'arraché ou l'épaulé jeté? Non, on l'utilise pas sur ces mouvements il y a plusieurs raisons. Déjà pour l'outil, à partir d'une certaine hauteur, le faire tomber au sol parce que l'encodeur flex il est accroché à la barre. Donc le faire tomber au sol avec une barre qui est au-dessus de la tête, enfin avec les vibrations, ça peut l'endommager. Donc Ok. il y a déjà ça. Ensuite sur le déplacement, l'encodeur flex il va prendre en compte le déplacement horizontal. C'est pas le cas sur l'axe horizontal, c'est pas le cas de tous les outils. Mais ça, c'est quelque chose de la technologie, en tout cas, enfin, ça n'a pas encore été trop étudié à ma connaissance, mais je suis pas sûre, en tout cas, personnellement, de la fiabilité. Donc, sur les mouvements avec un déplacement horizontal, on va plutôt avoir tendance à éviter. C'est l'avantage des squats et tirages qui sont des mouvements plutôt verticaux. Et ensuite, il y a aussi le fait que la donnée de vitesse, sur ces mouvements est pas très pertinente. Ok. Donc voilà, c'est plusieurs raisons. On va plus utiliser l'analyse vidéo sur ces mouvements. D'accord. Et du coup, pour toi, sur les mouvements techniques et semi-techniques, ça serait quoi les indicateurs qui seraient les plus pertinents à considérer, qu'on pourrait peut-être mesurer avec la vidéo, justement? On va plus être sur des vitesses maximales. Les hauteurs, après, sont toujours intéressantes, notamment sur les parties de tirage. Et après, ça va être enfin, sur la trajectoire, mesurer le déplacement horizontal, la cinématique des accélérations, les hauteurs où ont lieu les accélérations. Après, sur la vidéo, on peut aller plus loin. D'accord. Mais sur des données de base comme la vitesse moyenne, je trouve ça compliqué à utiliser, en tout cas sur des mouvements aussi complexes que les mouvements techniques. Ouais, ouais, l'aspect accélération maximale, hauteur de barre, Mm. hauteur à laquelle on réceptionne la barre. Euh, Ouais, exactement. c'est des données que toi, que tu recueilles du coup aussi avec la vidéo? Ouais, sur les séances où ils vont faire du technique à des charges max ou quasi max, ouais, c'est ce qu'on va utiliser. Ok. Donc là, on a beaucoup parlé du pôle France. Comment c'est perçu toutes ces analyses par les athlètes? Est-ce que tout le monde adhère? Est-ce qu'il y en a qui adhèrent, d'autres un petit peu moins? Est-ce qu'il y en a qui détestent ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la perception des athlètes? C'est vraiment très dépendant. Honnêtement, enfin, ça dépend vraiment de la sensibilité de l'athlète à son entraînement, aux méthodes d'entraînement et aussi des connaissances qu'ils ont sur les principes en fait d'entraînement. Enfin, c'est pas toujours évident. En fait, il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer avant de le faire. Parce que s'ils comprennent pas pourquoi ils le font, s'ils n'ont pas des feedbacks des entraîneurs, si on leur montre pas que ça a un intérêt, Hmm, ils vont, enfin, ça va être compliqué de les fidéliser à l'utilisation de ces outils. Nous, on a un peu eu cette barrière dans le sens où on était dans une année olympique, c'était un peu compliqué de prendre le temps de tout leur expliquer, de leur montrer tous les intérêts. Enfin, il y a une grosse phase où ils vont pas tout de suite voir l'intérêt et petit à petit, ça va venir, donc ça peut être compliqué. Après, voilà, si on sait exactement ce qu'on fait, qu'on prend le temps de leur expliquer, que les entraîneurs sont aussi en raccord avec ça, il n'y a pas de raison. Mais oui, c'est une vraie implication. Enfin, ça demande du temps, en tout cas. ouais, moi, j'ai vécu ça dans le foot avec tout ce qui est analyse GPS où je voyais Mm. certains joueurs qui adhéraient de suite parce que l'outil technologique, ça faisait un petit peu gadget, il y avait plein de données. Voilà. Certains venaient de fac de sport, donc ça les intéressait beaucoup. Et d'autres, ils adhéraient pas du tout, ça les gênait, ils avaient l'impression d'être fliqués, ils mettaient pas de sens derrière. Donc ça mettait un C'est petit peu de ça. temps à les éduquer. Et je pense que l'éducation, hein, c'est comme avec les enfants, ça prend du temps. Ouais. Donc effectivement, peut-être qu'il faut considérer le fait que quelque chose qui n'est pas intégré à 100% aujourd'hui, il faut un peu de temps pour que ça soit vraiment intégré à long terme et que ça fasse partie du process. Euh, Exactement. Ouais. pour toi, est-ce que le VBT, il est utilisable pour tous les niveaux, que ça soit de l'athlète débutant jusqu'à l'athlète de haut niveau comme sur le pôle France à l'INSEP? Non, non, c'est chez des débutants, on va, enfin, je vais pas trop utiliser chez des débutants, mais souvent, quand ils vont mettre des intentions de vitesse maximale, en fait, il peut y avoir une dégradation du mouvement. Ou alors ils vont vouloir battre leur record de vitesse
et ne pas faire attention à leur technique. L'avantage chez des experts, enfin, comme on avait au pôle, c'est que leur technique au squat, globalement, elle bouge quasi pas, quoi. C'est ancré chez eux, donc on n'a pas de souci. Mais oui, il faut faire attention à surveiller la technique, Ouais. voir s'il n'y a pas de dégradation. Et donc, chez des débutants, ça va pas être la première chose à faire, je pense, utiliser cette méthode. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a d'autres priorités chez le débutant avant de vouloir lui demander de mettre l'intention de vitesse max. Mm, J'ai encore un mémoire en mémoire, ouais, un étudiant qui était fan de toutes ces nouvelles technologies et sur une mm, séance d'initiation, il regardait plus sa tablette que l'athlète ouais, qui était en train de faire un mouvement de manière assez pitoyable et il lui demandait d'accélérer, accélérer parce qu'il voulait voir s'afficher la valeur la plus importante sur sa tablette et en fait il pouvait pas accélérer parce que les postures n'étaient pas bonnes et du coup la trajectoire n'était pas bonne non plus et du coup il était pas ouais. bien placé pour pouvoir accélérer la barre donc ce qu'il lui demandait c'était tout simplement infaisable et il aurait mieux fait de regarder l'athlète, corriger sa technique avant de vouloir faire Mm. s'exprimer les plus hauts niveaux de vitesse chez lui. Euh, Ouais, ça arrive. Ouais, ouais. C'est souvent ça quand on veut optimiser l'utilisation de son matériel, on veut beaucoup Mm. l'utiliser et en fait on n'optimise pas ce qu'il faudrait optimiser, quoi. Ok. Tu l'utilises aussi pour faire des profils force-vitesse? Oui, on l'a utilisé, mais ça, je dirais que l'analyse vidéo serait enfin, plus pertinente pour les profils force vitesse, dans le sens où c'est plus précis. Sur le Gymorphex, par exemple, son niveau de fiabilité pour des données d'entraînement, enfin, c'est largement suffisant. Mais pour des profils force vitesse, on va plus être sur des données, enfin, pas de la recherche, mais vraiment très précises. Ça, je sais pas, ça peut être plus contraignant. Ok. Mais ça dépend. Un Gym Filler, par exemple, son niveau de précision, je pense que pour des profils for vitesse, ce serait largement suffisant. Mais Ok. voilà, ça dépend de l'outil, sa fiabilité, mais sinon, totalement. Ok. Et que ça soit sur des profils force-vitesse ou sur les mesures au quotidien, est-ce que du coup vous ajustez la charge d'entraînement d'un point de vue général, que ça soit sur le volume ou sur l'intensité, en fonction des données que vous voyez apparaître sur les capteurs VBT? Tu m'as parlé tout à l'heure un petit peu de perte de vitesse. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui vous font modifier éventuellement la séance? Non, enfin, en tout cas, nous, dans notre contexte, on ne le faisait pas. On modifiait pas les séances. C'était plus des retours post-séance où on regardait sur une semaine, par exemple, les données. Comme ça, on avait une idée de l'état de fatigue et après, les entraîneurs pouvaient le prendre en compte. Mais en tout cas, en séance, on n'a pas fait de modification, Ok. des charges. Ok. On va parler un petit peu des applications spécifiques du coup en haltéro. On a évoqué le fait que ça soit pas forcément tout le temps pertinent à utiliser selon le public, notamment chez le débutant. Est-ce que, mis à part le débutant qu'on a assez largement évoqué, est-ce que tu peux voir d'autres dérives dans l'utilisation du VBT en haltéro? Euh, Bah, l'utilisation, comme tu disais tout à l'heure, en fait, la surutilisation parce que c'est gadget et parce que bah voilà, ça motive. Enfin, faut vraiment voilà faire attention à bien choisir quand est-ce qu'on l'utilise. Et il y a des cycles où ça aura plus d'importance que d'autres. Ça dépend des objectifs. Il faut pas l'utiliser pour l'utiliser. Et on peut avoir tendance à faire ça parce que voilà, c'est un nouvel outil. Et donc voilà, savoir pourquoi on l'utilise, faire des retours aux athlètes pour qu'ils ça les fidélise, parce que pareil, si on le fait pendant 2 mois et qu'après les athlètes veulent plus le faire, bah ça perd son intérêt aussi. Ouais. Donc voilà, prendre le temps de comprendre et normalement, il n'y aurait pas de dérive possible à part celle des débutantes qu'on évoquait aussi Ouais. tout à l'heure. Ouais, j'ai vu dans le foot un petit peu l'évolution où effectivement au début c'était un petit peu gadget, tout le monde utilisait enfin, tout le monde Mm. voulait utiliser les GPS. Des fois on était à plus regarder les données GPS que certaines données technico-tactiques qui étaient pourtant à mon sens plus pertinentes à regarder que les données GPS. Donc ouais, peut-être qu'il faut tout le temps garder l'âme de l'entraînement de base, savoir Mm. bien corriger Ouais. les aspects techniques et utiliser les données complémentaires
à bon escient. Tu as parlé de phase d'entraînement. Est-ce que pour toi, il y a des moments où du coup c'est plus pertinent à utiliser le VBT que sur certaines périodes que sur d'autres? Oui, oui, c'est sûr. Par exemple, sur des cycles sur de la puissance ou de la vitesse, où là, ça va être vraiment pertinent. En fait, si on veut avoir des données comparables, il faut qu'ils mettent des intentions de vitesse maximale. Sur un cycle d'hypertrophie, par exemple, s'il y a beaucoup de reps qu'on veut travailler plutôt enfin, le développement musculaire, en fait, on peut pas tout faire. On peut pas mettre de la vitesse maximale sur beaucoup de reps à des charges élevées. Faut, enfin, voilà, faut en fonction de ses objectifs vraiment l'adapter. Et donc, sur le développement de la puissance, pardon, et de la vitesse, ça me paraît plus pertinent où on va être sur des facteurs aussi nerveux. Mais voilà, hypertrophie, par exemple, c'est l'exemple que j'ai en tête ou peut-être moins. Enfin, je vois pas dans quel contexte on pourrait vraiment y trouver une grande utilité. Ouais, peut-être à la limite pour s'assurer qu'on a une baisse de vitesse qui serait synonyme de fatigue. Et ouais, peut-être Mm. qu'effectivement, ça serait plus pertinent de garder l'utilisation de ces outils pour tout ce qui est développement de puissance. Ouais. Euh, Est-ce que tu as parlé à un moment donné de déplacement horizontal? Est-ce que ça peut être intéressant du coup d'utiliser ces technologies-là pour un retour sur l'aspect technique? Je suis pas sûre que la précision des outils le permette. Parce que sur l'aspect technique, on va être sur quelque chose de beaucoup plus précis avec des changements très minimes. Donc, je sais pas. Nous, on le fait pas. Je préconiserais pas de le faire. Mais après, si les outils se développent et qu'on a des résultats qui sont vraiment fiables, oui, tout à fait. Hmm. Ça pourrait remplacer l'analyse vidéo. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit le cas. Mais ce serait très chouette de pouvoir avoir des outils qui le permettent. Ok. Ouais, on parlera après un petit peu des projets hein, sur l'aspect recherche. Euh, donc, est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes techniques avec les outils que tu utilises, donc avec le Flex, par exemple des répétitions manquées, des données incohérentes? Est-ce que ça arrive régulièrement, ça? Oui, malheureusement, surtout sur les mouvements très rapides, où on va avoir, en fait, juste, il va pas détecter la répétition. Donc, après, des données incohérentes, on en a aussi, mais souvent, c'est quand il détecte pas la répétition, il va prendre, par exemple, la barre rebondie au sol, Ok. il va prendre la vitesse du rebond, des choses comme ça. Quand on connaît un peu, on peut vite savoir ce qu'est une répétition, enfin, voir que c'est une valeur aberrante et donc enfin, ça, c'est pas trop contraignant, mais il faut quand même le prendre en compte que bah, des fois il y a des répétitions qu'on n'aura pas. Ouais, et pas laisser traîner les données incohérentes dans les fichiers, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ça peut vite, surtout sur les records, des fois je me retrouvais avec des records de fou, mais en fait quand on voit les données à côté, on se rend compte que c'est juste Ouais, un ok. bug de l'outil. Ok. On va parler un petit peu du transfert de ces aspects technologiques à d'autres contextes. Donc, est-ce que les outils sont simples d'utilisation pour un entraîneur? Ou est-ce que tu penses qu'il faut absolument être data scientist pour s'en servir? Dans l'utilisation, il n'y a pas de souci. Enfin, les applications, les athlètes les utilisent tout seuls. Ça n'a pas pris très très longtemps. Honnêtement, l'utilisation est pas compliquée. C'est vraiment plus la compréhension où là, voilà, faut connaître, voilà, connaître les principes de l'entraînement. Pas besoin d'être data scientist, juste avoir des connaissances en fait sur l'entraînement, ça suffit. Après, pour l'utilisation, analyse vidéo, ça va être plus complexe pour le traitement des données, mais si c'est juste du recueil des données, regarder des records, là, il y aura pas de problème. Un entraîneur peut tout à fait le faire comme les athlètes peuvent le faire. Ok, ouais. C'est peut-être pour l'analyse plus approfondie de l'ensemble des données Mm. et du suivi où il faut avoir des compétences en data Mm. un petit peu plus poussées, je pense. Ouais. Ok. Tu as parlé de coûts tout à l'heure des dispositifs, Mm. que c'est quelque chose à considérer quand on choisit un dispositif. C'est quoi le coût approximatif des technologies que tu utilises actuellement à l'INSEP? Pour un flex, c'est 650 € environ, il me semble, pour un appareil.
Après, l'application est gratuite. C'est pas le cas de tous les outils. Par exemple, le Gymaware filaire, il est autour des 1 300 € avec une application, un soft qui est payant. C'est un abonnement à l'année, il me semble. Après, il y a Bitrub aussi qui est assez utilisé, qui est dans le moins cher. C'est, je dirais, le meilleur rapport qualité-prix, en tout cas de ce que j'ai pu lire et voir. Il est autour des 400 € avec une application gratuite. Ben voilà, dans tous les cas, ça reste un coût. Ouais. Après, il y a les applications mobiles, la liste vidéo, qui est là où on est sur des moindres coûts. Donc, il y a des applications qui coûtent seulement 10 15 €, mais on n'a pas de feedback direct. Voilà, c'est pas la même utilité. Yes. Ouais, je pense par exemple à Metric VBT. Tu vois Hmm. l'application là, qui a une petite version gratuite qui te donne un premier indicateur. Je sais pas si tu as déjà utilisé. Jamais utilisé, j'ai lu des choses dessus, mais non, j'ai pas encore Ouais. testé. Et tu penses que ces technologies, c'est quelque chose qui pourrait être accessible pour des clubs, par exemple de niveau top 9 ou National 1? Sur l'analyse vidéo, oui, tout à fait. Je vois des fois des athlètes qui les utilisent à ces niveaux-là et c'est vrai que enfin, c'est accessible, c'est simple d'utilisation. Faut juste faire attention à la fiabilité où parfois, voilà, on se dit analyse vidéo, ah, bah, c'est fiable. Non, en fait, enfin, on sait pas ce qu'ils font enfin, comment ils traitent les données, on sait pas comment ils détectent le mouvement. Donc voilà, faut quand même toujours faire attention à ça, mais sinon, en termes de praticité et d'accessibilité, oui, ça me paraît tout à fait Ouais, ça peut être accessible. un premier niveau Mm. d'utilisation pour s'acculturer à la mesure de vitesse, motiver Ouais, l'athlète. Parce ouais, bien sûr. on l'a pas trop évoqué, mais je pense que le VBT, c'est quand même un vrai facteur pour stimuler la motivation de l'athlète à s'impliquer un petit peu plus dedans. Donc, ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que tu penses justement pour rendre encore plus accessible la technologie de pointe avec des hauts niveaux de fiabilité, que des partenariats entre des clubs et des universités qui ont maintenant très souvent ces technologies pourraient être quelque chose d'intéressant pour l'avenir de nos clubs d'haltérophilie et aussi pour intégrer des étudiants en master, par exemple, sur des stages? Ouais, tout à fait. Le matériel, une fois qu'il est acquis, bah, le partager, enfin, je pense que c'est l'idéal. Globalement, il n'y a pas trop de frein à ça. Ensuite, pour des stagiaires en master, enfin, moi, je sais qu'en master 1, un stage, enfin, j'ai appris plein de choses grâce à ça. Enfin, c'est vraiment enfin, je sais pas, un outil que j'ai trouvé vraiment chouette. Dans le traitement, on peut faire plein de choses. Il y a encore plein de choses à découvrir dessus. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment quelque chose de bien pour les élèves, pour les athlètes, pour les clubs, enfin, de manière globale. Yes, ça serait vraiment gagnant-gagnant. Mm. Tu as parlé du traitement des données, justement. Comment, toi, une fois que tu as collecté les données, tu traites ces données après la récolte? L'année dernière, je traitais tout sur Excel. Donc, en fait, on les récupère, donc je les récupère par mail sous forme de fichier CSV. Donc, ensuite, c'est facilement récupérable sur Excel. Et donc, je récupérais mes données avec les colonnes, le nom de la tête. Et ensuite, en réalité, Excel, ça suffit si on maîtrise un petit peu avec des tableaux croisés dynamiques et des choses comme ça, on peut vite avoir des visualisations et des données qui sont utiles et qui nous permettent de bien analyser ce qui se passe. Ok. Donc voilà, après, souvent, je l'ai présenté sous forme vraiment de PowerPoint classique aux entraîneurs et aux athlètes. Et puis petit à petit, maintenant, j'automatise davantage les rapports, les choses comme ça. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Mais déjà, un traitement de base Excel, ça, c'est déjà très bien. Ok. Tu as parlé de PowerPoint, du coup, c'est pour faciliter la visualisation des données, c'est ça? Oui, c'est ça. Je faisais les visualisations sur Excel et après, pour les présentations, je les faisais sur PowerPoint classique. Ok. C'est quoi? C'est des graphiques, des tableaux que tu présentes? C'est quoi? Oui, essentiellement des graphiques, parce que les tableaux de données, ils sont un peu lourds. Enfin, c'est beaucoup de chiffres, donc pour les athlètes et entraîneurs, je trouve que c'est plus compréhensible de présenter ça sous forme de graphique en expliquant bien quelles données représentent quoi et en expliquant les limites Ok. de chaque représentation. Et du coup, les entraîneurs, comment ils s'en servent de ces données dans leur planification?
Dans la planification, nous, on l'a peu utilisé parce que c'est arrivé tard. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, c'était vraiment sur du feedback, des records, de la motivation. Et par exemple, ce qu'il faisait, c'est que sur les séances où on notait en fait quand est-ce qu'on voulait l'utiliser et on demandait ces jours-là aux athlètes de l'utiliser, Ok. mais, euh, mais ça n'avait pas un impact, enfin, l'état de forme qu'on pouvait déduire de ces données. Et en fait, enfin, on ne sait pas si c'est un état de forme, c'est pas assez précis pour l'instant, en tout cas avec les protocoles qu'on utilisait, pour pouvoir avoir un impact de façon justifiée sur la planification. Ok. Et tu penses que l'utilisation des outils VBT comme ça permettrait de mieux évaluer toute la phase de récupération et l'état de forme si c'était vraiment intégré dans le process? Ouais, ouais, ce serait super intéressant d'avoir des tests. En fait, il faut simplement des tests réguliers, reproductibles et je pense que ça pourrait tout à fait être fait et être utile. Ok. Et dans le même sens, tu penses que ça pourrait jouer un rôle dans la prévention des blessures et éventuellement de zones à risque en termes de charge d'entraînement? C'est comme on fait avec les GPS où on dit que Mm. quand le joueur il a trop sprinté, ben, il va être à risque. Quand il a trop accéléré, trop freiné, il va être à risque. Est-ce que tu penses qu'on pourrait, dans le cadre de la prévention des blessures, déterminer des zones à risque? Oui, avec une meilleure adaptation en fonction de la fatigue qu'on peut observer, en effet, ça aurait sûrement un impact positif sur la diminution des risques de blessures. Après, ça reste un seul facteur, la vitesse de barre. Et voilà, la performance, on sait qu'elle est multifactorielle. On ne peut pas se baser seulement sur ce facteur, mais ça fait un facteur de plus quand même à prendre en compte dans cette gestion de l'état de forme, de la performance et pour l'adaptation de l'entraînement. Ok, et en termes de quantification de la charge d'entraînement, si on voudrait faire les choses de manière très précise, est-ce que tu penses qu'on pourrait cumuler le travail réalisé en tenant compte de la charge, mais aussi de la hauteur de barre qu'on pourrait acquérir grâce aux outils VBT? Ça, je pense que ça pourrait être fait, mais plus sur les prochaines années, dans le sens où on manque peut-être un petit peu de littérature sur peut-être l'effet créé par la vitesse et l'augmentation de la vitesse sur enfin l'impact que ça a en fait nerveux et musculaire. Donc, mais ça pourrait même sur la planification, en fait, planifier des vitesses bien précises, ça pourrait aussi être fait tout à fait. Je pense qu'on manque encore un peu de connaissances pour le faire très précisément, mais enfin, je pense que ce serait que bénéfique Ouais, pour ouais. l'optimisation de la perf. Ouais. Et tu vois, par rapport à la quantité de travail qu'on pourrait mesurer grâce au cumul des hauteurs de barre et des charges déplacées, tu vois, ça me fait un peu penser à ce qu'on peut faire dans le foot, par exemple, ou le rugby, enfin, les sports collectifs, où on a des zones déterminées en fonction des profils des joueurs, des postes, etc., par Mm. rapport à des distances à parcourir, par rapport à un nombre d'accélérations, un nombre de sprints à faire et des zones où il serait dans le vert, donc dans la charge d'entraînement optimale, et au contraire, quand on serait dans le trop ou dans le pas assez, des zones à risque de Mm. blessure, tu vois. Ça me fait un petit peu penser à ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Si on fait le lien entre VBT et préparation mentale, est-ce que vous utilisez le VBT pour préciser les objectifs à court et long terme? On l'a pas fait. Ça pourrait être fait, mais après, le lien avec la prépa mentale, je sais pas, j'arrive pas trop à l'imaginer, mais en termes enfin, pour faire comprendre mieux les objectifs, des intentions qu'ils doivent avoir à l'entraînement, là-dessus, oui, je pense que c'est important. Même en termes de motivation, ça a un impact qui est très positif. Des fois, moi, je les voyais à l'entraînement se faire la compète sur des vitesses, enfin voilà, ça crée vraiment un petit engouement quand ils étaient à fond là-dessus. Donc oui, ça a un impact, je pense, en tout cas, au moins sur la motivation et les intentions. Ouais. Et sur la dynamique collective aussi, du coup? Hmm. Ouais, ça peut aussi, parce que pareil, comme ça, des athlètes où ils ont tous des charges différentes, c'est un peu compliqué de faire un petit peu la compète comme ils aiment bien faire en général pour les sportifs, Mm. surtout les sportifs de haut niveau. Et là, bah, si ça les met tous sur un pied d'égal, s'ils sont tous à 80%, théoriquement, ils sont tous censés pouvoir faire la même vitesse, ce qui est pas réel, dans le sens où ils n'ont pas les mêmes profils, tout ça, mais disons qu'ils peuvent se mettre en compétition et aller se chercher sur des vitesses assez similaires. Ouais, 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 ouais. Et même des fois, ça permet de relativiser
le fait qu'un athlète ne progresse pas forcément en termes de charge sur la barre. Peut-être qu'il ne progresse pas en termes de charge, mais qu'il progresse en termes de puissance, parce que la vitesse augmente. Donc, c'est déjà un début de progression, même si en haltéro, ce qu'on cherche, c'est être capable de lever la barre la plus lourde possible. Ça donne une indication déjà sur l'évolution de son profil force-vitesse. Donc, ça peut être Mm. aussi quelque chose qui peut être intéressant à intégrer dans l'analyse de l'évolution de l'athlète, je pense. Ouais, totalement, ouais. Euh, ok, on va passer un petit peu aux perspectives et enjeux sur l'utilisation du VBT. Mm. Euh, pour toi, c'est quoi les challenges principaux, les défis actuels, que ça soit au pôle ou dans l'utilisation du VBT en général à l'entraînement et éventuellement en compétition? Bah, je pense que je l'ai pas mal souligné, la fiabilité des outils. Ouais, Moi, c'est vrai, enfin, c'est vraiment une limite sur laquelle je bosse un peu tout le temps pour voir sur quoi on peut utiliser, comment on peut avoir le meilleur outil. Et je pense que c'est une vraie limite, l'accessibilité aussi, notamment liée au coût des outils, où là, bah, pareil, on l'a souligné tout à l'heure, il y a plein de clubs, d'équipes, d'athlètes qui peuvent pas se le permettre parce que c'est un vrai coût. Donc, mais petit à petit, ils deviennent de plus en plus accessibles. Pareil, avant, il n'y avait pas d'outils accessibles comme le Vitruve et le Flex. Maintenant, il y en a. Donc, de petit à petit, ça risque de venir. Et après aussi, en fait, étudier les effets sur les différents mouvements, différentes disciplines, les types de sujets par rapport à leur niveau. Pareil, il y a encore plein de choses à explorer. Donc, euh, donc je pense qu'il y a encore une longue vie, ouais. encore une longue vie devant lui, de DBT. Ça se démocratise petit à petit. Ouais. Tu as parlé Mm. du Vitruve en termes de coût par rapport au GymAware. C'est sûr que Ouais, Ça, ça change un petit peu la donne ouais, sur le plan financier. ouais, Euh, c'est- tu penses que ça pourrait avoir une utilité en compétition, par exemple sur l'échauffement, d'utiliser un outil de VBT, par exemple, pour optimiser le choix des barres? Euh, Ça, je pense qu'on en est loin. Peut-être un jour. Ouais. Là, aujourd'hui, par exemple, je sais que Projet Compète, on limite plutôt son utilisation pour que les athlètes ne soient pas focalisés que sur leur vitesse, mais plus sur leur sensation, sur leur technique. Donc, pour l'instant, on est plus à l'opposé de ça, mais on pourrait peut-être s'en rapprocher, comme sur l'analyse vidéo, sur la technique. On pourrait à l'échauffement réajuster, mais après, à l'échauffement de compète, si on en réajuste au moment de l'échauffement, ça peut aussi dire que bah, avant, on n'était pas très juste. Parce que normalement, on est censé savoir aussi ce qui va être fait. Je sais pas, pour l'instant, je pense qu'on est assez loin de ça et donc j'ai du mal à l'imaginer. Il y aurait sûrement un intérêt, mais aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit pareil une priorité. Ouais, tu vois, si on voit par exemple que le jour J, sur certaines parties du mouvement, on est sur des vitesses inférieures à ce qu'on avait imaginé par rapport à une barre de départ, on peut se dire que l'athlète, il est pas au top de sa forme et peut-être que du coup, il faudrait revoir la barre de départ ou au contraire, si on voit qu'on a des vitesses beaucoup plus importantes que ce qu'on avait sur les charges qu'on avait estimées sur sa barre de départ, mais peut-être, tu vois, réajuster de 1 ou 2 kilos pour essayer de gratter ça déjà. Des fois, ça peut être un facteur d'optimisation. Et Mm. effectivement, si ça peut perturber l'athlète et qu'au final, on est contre-productif, il faut peut-être passer des étapes avant d'être à ce niveau d'analyse-là, quoi. Ouais, c'est ça, il y a tellement de facteurs entre le stress, puis même ça peut les perturber, donc changer leur barre de départ au dernier moment. Enfin, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les athlètes, ça les perturberait, donc il y a encore un peu de chemin, mais ça pourrait être une piste Ouais, de ouais. recherche aussi, tout à fait. Ouais, il faut que ça soit une méthodologie qui soit intégrée dans le process et que Mm. l'ensemble des personnes autour de la performance, que ce soit l'athlète, la data scientist, les entraîneurs soient OK sur ce process-là. Donc, ouais, ça peut Mm. prendre un petit peu de temps, effectivement. Est-ce que tu as des projets de collaboration en cours ou éventuellement à venir sur l'utilisation du VBT et l'amélioration de l'utilisation du VBT dans le contexte altéro? En cours, oui, un petit peu. Enfin, on bosse déjà un petit peu avec le pôle de Toulouse, donc le pôle relève olympique, où on essaie d'un peu mettre en commun ce qu'on fait sur le traitement, sur comment on utilise les données. Après, de manière plus générale, pour l'instant,
On bosse plutôt sur des outils qui pourront permettre de faire des collaborations. En fait, vu qu'on n'a pas d'outils qui sont accessibles au club ou aux différents pôles, euh, pour l'instant, on a du mal à mettre en place ça tout de suite, mais on bosse sur des outils, notamment d'analyse vidéo, qui pourront permettre à moyen terme de faire des collaborations avec des clubs, de manière générale, et de la fédération. Et du coup, l'idée, ça serait quoi? Ça serait de valider un outil vidéo versus le gold standard. Ouais, c'est ça, valider un outil vidéo et voir si on pourrait en faire un qu'on pourrait partager, comment l'utiliser dans les clubs, avec quelle caméra filmer. Il y a encore beaucoup de choses à voir, mais ouais, le but, ce serait d'avoir un outil vidéo commun à la fédération. Ce serait, enfin, on n'en est pas encore là, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de très chouette, un beau projet en tout cas. Ok, du coup, l'outil vidéo, ça serait via les téléphones, via les smartphones. Ça pourrait être, l'avantage, c'est que par smartphone, déjà, on a des très bonnes qualités. Ouais, Et surtout, ça évite d'avoir à acheter des caméras. Donc, en effet, si c'est possible, ce serait une solution envisageable. Ouais. ok, ok. On va pas s'étendre plus là-dessus. Je sens qu'il y a un beau projet en cours, donc on va garder un petit peu de confidentialité et de surprise pour la suite. Pour conclure, est-ce que, il y a eu un moment particulier où, pour toi, le VBT, ça a permis un déclic chez un athlète, où tu t'es dit, là, franchement, ce que je fais, c'est vraiment utile pour l'athlète. Il y a eu des déclics. Des fois, je savais même pas pourquoi le déclic était à ce moment-là, mais c'est vrai que des fois, il l'utilisait. Enfin, il suffisait que, par exemple, si l'athlète l'a jamais utilisé ou très peu, je vais rester avec lui toute la séance ou avec elle et lui faire tous les feedbacks. Et une fois, il y a une athlète, par exemple, à la fin de la séance, j'avais l'impression qu'elle s'était amusée en fait à vouloir battre ses records de vitesse alors qu'elle avait sorti en fait une très grosse séance sans vraiment s'en rendre compte. Et pour moi, enfin, c'était vraiment génial de voir ça parce que des fois, c'est un peu compliqué de leur faire comprendre que ça va les aider parce que c'est des améliorations qui sont minimes dans la perf. Donc, c'est compliqué de leur montrer. Enfin, ils vont pas faire plus 5 kilos parce qu'ils ont mis un capteur sur leur barre. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, c'est compliqué à montrer. Donc, voilà, c'est des petites victoires un peu de se dire que, bon, ils ont compris ça, ça c'est acquis. Ou une fois, pareil, un athlète, le fait d'avoir les retours de vitesse, en fait, il le liait à ses sensations. Et donc, petit à petit, il était coincé à une hauteur. Et petit à petit, en fait, en liant la hauteur de sa barre aux sensations, il arrivait à trouver la bonne sensation liée à la bonne hauteur et donc à pouvoir reproduire une hauteur qui était supérieure à celle de l'avant. Et donc, c'est des choses comme ça où le fait d'avoir des effets directs, ça arrive pas tout le temps parce que c'est pas l'objectif principal. Mais voilà, c'est vraiment un plus dans la fidélisation des athlètes et ça fait vraiment plaisir à voir ces petits déclics qui sont rares mais qui arrivent quand même à l'entraînement. Excellent, top. Pour finir, est-ce que tu pourrais donner un conseil à un jeune étudiant, par exemple en licence, qui souhaiterait devenir data scientist ou tout simplement un futur préparateur physique ou coach d'haltéro qui voudrait utiliser le VBT dans son quotidien? Le conseil, ce serait vraiment de comprendre pourquoi on le fait, comment on le fait et comment on va utiliser. Enfin, je me suis moi-même perdue au début un peu à vouloir en faire trop, alors que je savais pas comment j'allais l'utiliser. Donc voilà, c'est vraiment faire un plan d'action et le respecter et savoir exactement ce qu'on fait pour que ça se déroule le mieux possible. Ok. Et pas hésiter à mettre la main à la pâte et utiliser les outils, comprendre C'est ça. les points forts, les points faibles de chaque outil. Et, Ouais. peut-être au début, pas avoir peur de faire des erreurs, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, je pense. Mm. Et tester sur soi aussi, ça peut être une bonne idée. Moi, je testais assez tard sur moi et je fais une séance, pareil, je le mets et j'avais qu'une envie, c'était de déchirer mes vitesses et d'aller de plus en plus vite et on se rend compte en fait l'impact que ça peut avoir sur les athlètes. Mhm. C'était vraiment aussi, maintenant j'essaie de le faire un peu plus souvent parce que comme en prépa physique, tester ses exercices, c'est hyper important. Là aussi, tester ses outils sur soi, je pense que c'est vraiment un plus aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, Lisa, merci beaucoup.
Est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut retrouver des informations sur toi et sur tes activités pour terminer? Essentiellement sur LinkedIn, Ok, Elisa parfait, Go. super. Et voilà. On mettra ça en lien alors. Ben encore, merci beaucoup, c'était très clair, c'était passionnant et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode sur peut-être une thématique complémentaire ou une thématique différente sur tes spécialités.